Bonjour et bienvenue dans Petites Étincelles. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause estivale. J'espère que vous avez pu prendre soin de vous et un peu vous relaxer. Pour cette reprise, qui sera diffusée ce samedi 11 septembre, oui, une date symbolique bien malheureuse qui n'a pas été prise au hasard. Mon invitée était choisie aussi et surtout car son art qu'elle exerce depuis 2020 répare les objets, mais aussi l'âme des gens. Regardez notre fragilité, oser la transformer en notre plus belle force, magnifier notre peur et en faire une alliée, faire briller notre pépite intérieure. Voici les mots de mon invitée, je vous présente Émilie Sommers, qui pendant le confinement a eu une perte de sens, s'est formée à l'art japonais du kintsugi. Bonjour Émilie. Hello. Comment vas-tu aujourd'hui en ce lundi ? Eh bien, écoute, je vais bien parce qu'il fait magnifique dehors et qu'il était temps qu'il fasse beau. Mais je vais particulièrement bien parce qu'il y a des beaux projets en perspective et ça, ça change le rythme du confinement, ça remet les choses en place et ça fait du bien. Totalement. Alors pour bien comprendre ton cheminement, parce qu'on va parler après effectivement du kintsugi, que je ne connaissais pas du tout, je l'ai appris grâce à toi. Peux-tu nous dire un peu plus sur ton parcours ? D'où viens-tu ? Où es-tu née ? Qui es-tu ? Alors, où est-ce que je suis née ? Je suis belge, je suis née je suis née à Ixelles et puis j'ai grandi du côté du Brabant wallon. J'ai déménagé énormément de fois dans ma vie, je suis à 14 déménagements. C'est paradoxal et en même temps, j'adore déménager, j'adore changer. Si c'est choisi, quand c'est subi, évidemment, comme tout être humain, c'est pas ok. J'ai une formation de graphiste au départ, je suis dans la com, et puis j'ai jamais vraiment travaillé là-dedans. J'ai très vite bifurqué dans le monde de l'entreprise, où j'ai finalement stimulé la créativité des gens, parce que on disait de moi que j'étais créative, mais je savais pas comment j'étais créative. Et donc, j'ai été très curieuse de comprendre ce qu'on ne m'avait pas expliqué pendant mes cours. C'est-à-dire que cette créativité implicite que je mettais au service de l'image, j'ai voulu la rendre explicite et la mettre au service des gens. Et donc, j'ai pris mon petit baluchon à 24 ans, j'ai décidé de donner des formations et d'accompagner les gens là-dedans. Et puis, de fil en aiguille, la créativité a ouvert sur plein d'autres thématiques telles que la communication, la gestion des conflits, la gestion du stress. Voilà, là, je me suis, pendant presque 10 ans, j'ai donné des formations en entreprise. Et puis, je me suis dit, ok, c'est top, tout se passe bien, mais il y a des trucs que je comprends pas. Je me suis posé des questions en me disant, voilà, il y a des choses que je voudrais mieux comprendre dans l'entreprise, et donc je me suis formée sur l'aspect systémique des organisations, ce qui m'a donné vraiment une belle grille de lecture pour accompagner les entreprises dans leur management. Et puis ensuite, je me suis dit, ok, je comprends l'aspect systémique, je comprends comment les gens fonctionnent, mais je ne comprends pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à changer alors qu'elles souhaitent changer. Ça a été un grand questionnement. Je voudrais bien, mais je peux point. Et donc là, je me suis formée en thérapie brève et en hypnose, juste pour m'informer. Et puis, il se trouve que je suis tombée dedans comme Obélix tombe dans la marmite. Et j'en ai fait mon deuxième métier. Et donc, au fur et à mesure de mes interventions en entreprise, en management créatif, de l'innovation et tout ce qui touche à la réflexion créative, je me rends compte que ça touche à plein d'autres domaines. Et là, j'ai besoin de me former encore, et je me forme à l'aspect systémique des organisations, comment fonctionne un système organisationnel, quels sont les enjeux et comment tout ça se développe. Et puis, il me manquait quelque chose de fondamental après cette expérience, c'était de comprendre l'aspect comportemental dans le système. C'est-à-dire que le système est fait d'individus, et c'est important de comprendre cette individualité au niveau comportemental. Et donc, là, je me suis formée en thérapie brève, et j'ai pris la carte de l'hypnose, puisque ça faisait partie d'un outil créatif que je trouvais intéressant. Et là, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, parce que j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'ai trouvé ça passionnant. Chaque personne que j'accompagne, c'est un univers, c'est de la créativité, c'est de l'imaginaire, c'est de la résolution de problèmes. Bref, je suis comme un poisson dans l'eau là-dedans. Et puis, chemin faisant, je me rends compte que toutes les formations que je donne,
deviennent de plus en plus longues pour moi. Ça va faire 10 ans que je donne des formations et j'ai besoin de condenser tout ça et j'ai besoin d'aller plus vite à l'essentiel. Et là, me vient l'idée de monter sur scène et de faire ce que j'ai appelé un workshop. C'est-à-dire que, et à la fois faire du show, mais à la fois rester dans le monde du travail. Et le thème que j'avais choisi à l'époque, c'était l'audace, puisque j'étais jamais montée sur scène et que cette expérience était assez audacieuse. Et j'ai raconté des histoires, j'ai raconté mes histoires, et j'ai voulu les mettre en perspective avec, tiens, comment est-ce que ça peut résonner pour d'autres, puisque finalement, nous sommes tous faits d'histoires différentes, mais avec des finalités qui sont souvent les mêmes. Et donc ça a été une super expérience. J'étais en train de travailler le 2e workshop quand le confinement est arrivé. Qu'est-ce qui me frappe en fait chez toi, c'est que finalement t'as passé toute une grosse partie de ta vie à te former. Oui, tout à fait. Et ça, je n'ai pas l'intention d'arrêter. J'ai une soif de découverte, de comprendre, d'apprendre. C'est quelque chose d'essentiel. Dès que quelque chose est rempli et dès qu'il y a satiété dans un apprentissage ou dans une découverte, c'est plus fort que moi, je vais dans un autre environnement et j'adore faire des liens entre les choses. Et donc pour certaines personnes, sans doute que mon parcours peut sembler un peu décousu, puisque j'ai pas fait toute une vie dans un même endroit, mais de mon point de vue, le fil rouge est extrêmement clair et limpide, c'est-à-dire que dès qu'un environnement se termine, je le mets et je le greffe à un autre environnement et pour moi, c'est un collier de perles en fait qui continue à s'enfiler et donc peut-être que dans 10 ans, il y aura encore autre chose et ce sera la suite de ce collier et je l'espère bien long et bien rempli. Et donc, tu faisais du coaching en entreprise. Alors, j'étais énormément, effectivement, dans l'entreprise, accompagnement, consultance et formation, avec les équipes, avec les managers sur différentes thématiques telles que le change management, le leadership, le storytelling, la communication non-violence. Évidemment, je suis intervenue sur la question de l'audace. Et puis, au fur et à mesure, finalement, cette pratique de formation d'une journée s'est vite transformée en plutôt conférence inspirationnelle qui se rapprochait du workshop mais qui n'avait pas le travail scénique que demande le workshop. Et donc aujourd'hui, je propose en entreprise des interventions d'1 à 2 heures sur des sujets inspirationnels pour stimuler finalement la réflexion en interne et éventuellement après proposer un suivi et un accompagnement. D'accord. Et en 2020, comme tout le monde sait, on a vécu donc le premier confinement qui était très choquant. Et là, il se passe quelque chose de très fort en toi. Oui. Alors le premier confinement, ça a été... d'abord, il faut remettre les choses dans le contexte. J'avais pris une pause en famille. On avait fait un projet de famille recomposée et on voulait partir 6 semaines en Indonésie à sac à dos. Et puis on a dû rentrer en urgence parce que toutes les frontières se fermaient et on n'avait pas tout à fait conscience de ce qui se jouait puisqu'on était coupé des infos, on vivait notre truc à fond dans notre pampa. Et donc le retour déjà était un peu brutal, on est rentré pour être confiné, bon heureusement il faisait beau, on a géré ça comme on pouvait. Et puis en fait est arrivée la conscience que l'agenda s'arrête, les projets s'arrêtent, la perspective s'arrête. Et ça, pour moi, ça a été assez violent, parce que ça ne correspond pas du tout à mon tempérament. Et donc, ça a été à la fois difficile, mais ça a été à la fois une aubaine, parce que c'était l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Et puis, le premier confinement, on fait comme on peut. Et puis, le deuxième confinement, ça a été celui de trop. Ça a été celui qui, quand on essaye de remettre tout en place, de nouveau, ça tombe et ça s'effondre. Et là, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que quelque chose s'est effondré aussi en moi. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est plus possible. J'ai besoin d'être active dans cet immobilisme. J'ai besoin de trouver des ressources dans ce statisme qui ne me va absolument pas et qui ne va pas à beaucoup de gens. Et donc, j'avais le kintsugi déjà en tête, mais pas tant pour le pratiquer, mais plutôt pour la philosophie
que ça implique, on va en parler plus tard. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, notamment sur Pinterest. J'avais besoin de voir des belles choses. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beau. Ça fait partie de mon éducation et de ma formation. Et donc, j'ai commencé à scruter toutes ces assiettes, tous ces bols cassés et réparés. Et je trouvais ça magnifique. Et je me suis dit, ok, en fait, là maintenant, c'est non négociable. Il faut que je me forme à ce truc. C'était tout à fait hors du raisonnement, c'était complètement viscéral, et je dois me former au kintsugi. Mais d'abord, tu as été vraiment dans le plus bas du bas du bas. Tu me disais que tu avais passé 2 jours oui, au lit. J'ai passé 2 jours dans mon lit, j'ai dit à mon homme, écoute là maintenant, from scratch, je dois m'isoler, je dois reprendre mes esprits, et en même temps ne pas les reprendre, c'était assez paradoxal, mais quelque chose bouge, et je ne sais pas l'expliquer encore. Et tu parles justement tu as fait un très très beau dossier, tu parles de 2020 comme un choc, une rupture, une transition, un impact, une trace. Oui, il y a vraiment, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui parce que la vie reprend, mais ça a été un séisme à beaucoup de niveaux. Et l'idée d'être impuissante face à ce séisme m'a été assez pénible à vivre, c'est-à-dire, et comme beaucoup de personnes, de savoir que le personnel hospitalier était en souffrance, que des gens mouraient sans pouvoir voir leurs proches. Enfin, j'ai accompagné des personnes dans mon cabinet qui se sont retrouvées à perdre leurs proches sans pouvoir leur tenir la main, et tout ça me touchait, mais à un niveau hallucinant. Et donc cette impuissance, cet immobilisme est contre nature vraiment chez moi. Et donc cet effondrement, c'est pas que mon petit univers qui s'effondrait, c'est aussi d'un point de vue macro, et qu'est-ce qui est en train de se passer ici, et qu'est-ce qu'on peut faire, rien, restez chez vous. Ça, c'était pas possible pour moi. Et justement, tu disais que le kintsugi, tu avais déjà entendu parler, tu connaissais, tu l'as connu où ? Alors, je ne sais pas où je l'ai connu. J'ai entendu parler de cette philosophie, sans doute parce que c'est en lien avec le monde thérapeutique, de réparation, de trauma, etc. Donc, peut-être que j'ai dû en entendre parler via un autre thérapeute. Je n'ai pas identifié très précisément où, mais j'avais déjà entendu parler de cette belle métaphore qui est de dire on magnifie l'imperfection avec de l'or. Je donne aussi des conférences sur l'imperfection et donc versus le perfectionnisme. Et donc j'utilisais cette métaphore mais sans connaître les tenants et aboutissants du fond de la philosophie. Et aujourd'hui, évidemment, j'en ai une plus grande maîtrise puisque le kintsugi, c'est l'ouverture sur la philosophie de faire venir à soi l'imperfection à l'état brut. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on va aller plus loin. C'est un art japonais. Oui. Il est né quand ? Et tu sais pas non, donc ça, on va couper. Sur l'aspect historique, ouais, non. Voilà, donc c'est un art, on reprend, c'est un art japonais. Et qu'est-ce qu'on fait vraiment, en fait ? Explique tout. Et puis, tu as rencontré une personne, un ancien danseur Chibejar. Ouais. Donc, explique-nous ce cheminement, s'il te plaît. Et donc, au moment où je suis dans mes 2 jours sous ma couette à me demander ce qui m'arrive, je décide de me former au kintsugi et je fais des recherches de manière un peu obsessionnelle. Je prends plus de 3 heures à faire ces recherches parce que c'est pas bien référencé et que c'est difficile à trouver en plus en Belgique. Et là, je trouve le lendemain de mon état léthargique une formation qui commence à Liège. Je dis, mais attends, non, mais ça c'est bingo, quoi. Je m'inscris, j'envoie un email, etc. Et là, j'ai une réponse comme quoi, malheureusement, nous sommes désolés et au regret de vous annoncer que la formation est annulée suite aux restrictions Covid. Et là, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. À un moment donné, c'est terminé, cette histoire de Covid. Non, quoi. Et j'appelle le formateur en lui disant, écoute, voilà, moi, je veux me former. En fait, c'est non négociable. J'ai besoin d'apprendre cette technique. Toi, tu devais donner une formation, elle est annulée, est-ce que tu me prendrais pas en élève particulier ? Il me fait, écoute, oui. Et donc, me voilà embarquée dans 6 à 7 jours de formation en individuel avec Jean Vinclair, qui est en fait un ancien danseur de chez Béjar, un ancien danseur de chez Béjar, un sculpteur aujourd'hui qui sculpte la pierre, et c'est aussi... lui et sa femme sont les représentants de Tsukamoto. Tsukamoto qui est le dernier maître, un peu comme on dirait le dernier samouraï, mais c'est le dernier maître kintsugi au Japon. Et Barbara et Jean représentent les objets réparés de Tsukamoto ici en Europe. Donc du coup, je me retrouve vraiment
on ne pouvait pas mieux tomber que de faire cette rencontre avec Jean. Mais au-delà de ça, quand je dépose mon premier pied sur le sol en arrivant au premier jour de formation, mes pieds, je m'en souviens comme si c'était hier, tombent dans un parterre de feuilles de ginkgo. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, ces feuilles, on les utilise graphiquement, c'est un arbre japonais d'ailleurs, qui a une très belle symbolique, et je pensais que ça n'existait pas en Belgique, je pensais que c'était qu'au Japon qu'on trouvait ces feuilles, et je vois mes 2 pieds, tac, sur ces feuilles, et il y en avait partout autour de moi, je me dis, mais c'est un truc de dingue, et donc là je me suis dit, il y a mon cœur qui s'est emballé, je me suis dit, ok, en fait, c'est ici que je dois être, et je ne sais pas l'expliquer, et dans le kintsugi, il y a des trucs que je ne sais toujours pas expliquer. Il y a quelque chose qui se met en place à un autre niveau que juste la réparation évidente de l'objet. Il y a quelque chose qui se passe à un autre niveau. Je l'ai encore expérimenté, on en parlera, mais avec des personnes que j'ai accompagnées dans la réparation. Il se passe des trucs. C'est un peu comme quelque chose de... C'est pas magique, mais c'est presque un peu spirituel. Je sais pas expliquer, c'est quelque chose qui nous échappe, petits êtres humains que nous sommes. Concrètement, ça se passe comment en fait? Quand on a un objet, on vient te l'apporter. Oui. Comment ça se passe? Alors effectivement, donc j'ai mon atelier maintenant où il se passe différentes choses dans cet atelier. Soit vous avez un objet cassé auquel vous tenez, et ça c'est quelque chose aussi que j'apprécie dans la technique du kintsugi, c'est que on ne jette plus, on répare, mais on redonne vie. Et souvent les personnes viennent avec des objets qui ont une histoire justement. Soit c'est un plat d'une grand-mère, soit c'est le plat ou la tasse d'un petit copain auquel on tenait. Et donc on vient réparer aussi cette part d'histoire, on me l'amène, alors il sera en convalescence pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que le kintsugi est un processus très long, et donc je répare effectivement toutes les failles, je recolle les morceaux avec des processus très particuliers, et évidemment la spécificité du kintsugi, c'est de relier les morceaux en magnifiant l'imperfection avec de l'or, avec de la poudre d'or, 24 carats souvent, et donc l'objectif est vraiment plutôt que de cacher la fêlure, on va la magnifier et on va la rendre visible et on va surtout être fier de la montrer. Et ça va rendre l'objet tout à fait singulier, c'est-à-dire que là où a priori c'était un objet qui en ressemblait à d'autres, là il a des fêlures qu'aucun autre objet ne peut avoir, et puis surtout il a maintenant une gueule qu'un autre objet ne peut avoir. Et donc là il y a vraiment d'un point de vue aussi humain et philosophique quelque chose de très puissant, puisque nous sommes des individus qui sommes soit abîmés par la vie et parfois en 1000 morceaux psychologiquement. On peut parler de différents traumas, mais il peut aussi y avoir des traumas physiques, des opérations, des accidents. Et donc, il y a dans le processus de réparation d'un objet un processus parallèle sur la réparation de soi. Et donc, en tant qu'hypnothérapeute, évidemment, je me suis dit, mais en fait, c'est pas juste un atelier de réparation, c'est bien, bien plus fort que ça. Mais c'est pour ça aussi que je voulais te diffuser lors du 11 septembre. Donc, tu es ma première invitée. J'en suis très fière de la rentrée parce que je pense que ça peut faire du bien à des gens, mais comme tu viens de le dire, qui ont vécu des horreurs. Mmh. Et donc, je pense que ça peut être un cheminement aussi intéressant. Tu donnes aussi des formations. Oui, sur le kintsugi, effectivement, des stages où des personnes viennent avec leur objet et donc découvrent le processus et découvrent en fait tout l'art aussi de la patience, de la résilience. Et dans cet art, il y a quelque chose de très beau, moi qui suis une impatiente vraiment, mais incarnée, c'est que vous pouvez pas aller plus vite que la musique, sinon ça sonne faux. Si vous voulez aller plus vite pour que ça se répare plus vite à un moment ou un autre, votre objet recasse. C'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Il faut vraiment rentrer dans cette relation, et ce que j'aime quand on travaille un objet en kintsugi, c'est vraiment que le monde arrête de tourner autour de moi. Je suis en tête à tête avec l'objet, mon cerveau se calme et j'oublie que le monde tremble. Et donc au moment du Covid, le monde tremblait, j'étais face à cette impuissance et le fait de réparer ces objets
vraiment apaisait et me faisait oublier que le monde tremblait. C'est vraiment ce processus de résilience que j'ai trouvé le plus pratico-pratique en fait. Tout est dit dans cette action. Et c'est vrai qu'a priori, on voit aujourd'hui sur Amazon, on voit des kits de kintsugi à l'époxy avec un petit peu de dorure. Et évidemment, on peut le faire en 10 minutes. Mais si on respecte la tradition avec le processus japonais, c'est des semaines, et il y a des objets qui mettent des mois, en fait, comme un bon vin, qui mettent des mois avant d'être terminés, et qui ont une grande valeur financière, du coup, de par le travail qu'il y a derrière. Ou comme un être humain, tout simplement. Exactement. Parce qu'un être humain ne se répare pas en une journée. Tout à fait. Et donc, il y a vraiment ce chemin d'humilité et de résilience que je trouve magnifique, et que plutôt que de l'expliquer, en fait, on le vit. Et ça serait intéressant d'un jour faire le témoignage de personnes qui seraient passées dans l'atelier sans en faire une vocation, mais juste pour expérimenter. Eh bien, souvent, ce qu'ils me disent, c'est « Eh bien, j'imaginais pas qu'il y avait tout ce boulot-là pour arriver à ce résultat-là. » Il y a de la minutie, il y a de la patience, il y a des amalgames à faire, il y a énormément d'étapes en fait. Et c'est marrant parce que les personnes que j'ai eues en stage cet été, à la fin, c'est-à-dire à la dernière étape où on met la poudre d'or, à chaque fois il se passe un truc, il y a quelqu'un qui me dit oh, « Mais c'est dingue ! En fait, je me rappelle que... » Et ils font des liens. Pour la petite anecdote, je peux ? Ouais. Pour la petite anecdote, j'ai une stagiaire qui vient et qui a un vase mais cassé en 12-13 morceaux. Enfin, c'est un bon gros boulot, quoi, pour un premier boulot. Et je fais ok, c'est pas grave, on attaque, on y va. Et c'est fastidieux, il faut le faire en plusieurs étapes, c'est assez complexe. On y arrive, et puis à un moment donné, la dernière partie, c'est là où il y a eu l'impact. Et donc il y a un gros trou. Et elle dit, tiens, c'est marrant, on dirait un œuf de Pâques, on pourrait imaginer qu'il y a un poussin qui va sortir, il a quand même drôle de tête, mon vase, etc. Il est un peu chaotique, c'est vrai. Et puis elle décide de fermer la dernière pièce, et on voit vraiment le moment de l'impact. Et au fur et à mesure qu'elle travaille, elle dit, tiens, c'est quand même pas un endroit aussi fort que les autres, il est un peu fragile cet endroit-là, je dois un peu faire gaffe. Et puis je le trouve pas forcément super beau, cette partie-là. Et je dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça te dit de toi est-ce que du coup ça voudrait dire que si tu montres ton vase, tu montres pas la partie fragilisée parce que celle-là elle doit rester encore un peu protégée, on la montre pas à n'importe qui, c'est l'endroit où il y a eu l'impact, il faut le préserver, il est plus fragile. Et donc il y a vraiment, je me souviens de son regard en disant mais oui c'est fou comme il y a ce transfert entre l'objet qu'on travaille et notre histoire. Et pour chaque participant qui vient, à un moment donné il y a ce point de tilt où il y a un lien entre l'objet et l'histoire de la personne, sans même s'en rendre compte. Elle venait juste réparer son vase, de manière tout à fait anodine. Et en fait, ça bosse dur derrière en coulisses, quoi. Mais malgré tout, elle vient juste réparer son vase, mais avec une personne qui est Émilie Somers, et qui n'est pas n'importe qui. T'es quelqu'un, t'as aussi ton vécu, t'as une magnifique sensibilité, et puis tu as ce parcours de thérapeute, donc je pense aussi que tu peux quand même dégager quelque chose à part. Peut-être, merci en tout cas, mais peut-être, oui, peut-être que ça je mets en lumière ce que j'ai envie de voir ou ce que je vois, et puis les personnes prennent ou pas, peut-être, ouais. Elles peuvent venir à partir de quel âge ? Il n'y a pas d'âge. La seule chose, c'est que les matériaux qu'on utilise sont des sèves d'arbres du Japon et qui sont en fait issus d'une plante et d'un arbre très toxique. Et donc, il faut bien se protéger et il faut être assez méthodique. Voilà, c'est pas comme de la peinture et puis après on frotte et c'est fini. Donc, il faut juste être assez méthodique et centré. Voilà, un enfant pourrait plutôt dispersé, pas faire attention aux conséquences. Et donc là, ça pourrait être plus embêtant parce qu'il y a des vraies réactions allergiques que je l'ai vécu et c'est vraiment pas drôle du tout, c'est cortisone et c'est tout le bordel, quoi. Mais je dirais qu'à partir de 15-16 ans, si on a envie, si on est happé par le concept et qu'on trouve ça magnifique, alors on fera ça correctement. Donc même un enfant de 10 ans, mais il y a d'abord ce petit truc à avoir en fait. C'est un peu comme l'Inde, on aime ou on n'aime pas, c'est binaire. Le kintsugi, soit on accroche et on fait waouh, soit on fait qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin ouais, elle répare des objets, point barre, quoi. Voilà.
Quelles sont les petites étincelles d'Émilie Sommers? Ah, mes petites étincelles. Quelles sont mes étincelles? Ah, d'abord, il y a les trèfles à 4 feuilles, ça, ce sont mes étincelles. En fait, j'en trouve plein depuis des années. J'ai arrêté de compter. Et je me souviens que mes belles-filles n'avaient jamais trouvé de trèfle à 4 feuilles. Et elles me disent, non, moi j'ai jamais trouvé, je trouverai pas. Je dis, si tu as décidé de pas les trouver, tu les trouveras pas. Alors on se donne un quart d'heure chacune. Vous allez vous balader dans le jardin et vous me dites combien vous en trouvez. Enfin, j'en trouverai pas. L'autre qui fait ok. Celle qui me dit ok est revenue avec 3 trèfles. Celle qui m'a dit je trouverai pas n'en a pas trouvé. Et elle râlait évidemment que sa sœur en ait trouvé. Et puis on va se balader quelques jours plus tard et je dis tiens regarde j'en ai de nouveau trouvé un. Elle fait allez mais merde moi j'en trouve jamais. Je dis mais parce que tu crois pas que ça existe pour toi. Et si on disait qu'il y en a un sur le chemin? Allez on part du principe qu'il y en a un sur le chemin, tu le trouves. Et on a avancé, on s'est baladé, elle a trouvé son trèfle à 4 feuilles. Et à partir de là elle en trouve tout le temps. Et ça c'est quelque chose qui est hyper fort, c'est ma pépite, c'est que si on veut le voir, on le voit. En fait, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard. Il y a juste qu'est-ce que j'ai envie de voir et qu'est-ce que je me donne comme moyen pour aller le chercher. Il n'y a que ça. La chance, c'est du bullshit. Alors oui, on a nos étoiles, mais nos étoiles, c'est parce qu'on y croit. Si on ne croit pas en notre étoile, forcément, ça ne marche pas. Et donc, cette posture-là est quelque chose... c'est une étincelle perpétuelle, en fait. C'est joli. Tu as écrit aussi des petits livrets. Oui. Tu peux nous en parler? Alors, dans le contexte des Impactez-vous en 2 heures, c'est-à-dire mes interventions inspirationnelles maintenant dans les entreprises, je me suis dit, je vais faire des petits bouquins. Impactez-vous en 20 pages pour avoir un petit livret pratique pour chaque intervention. Et donc, il y en a un sur le kintsugi, puisque la conférence sur le kintsugi existe, surtout la question de la résilience. Et puis j'en ai fait un autre sur les 4 F. Qu'est-ce que c'est les 4 F? Alors les 4 F, c'est aussi apparu pendant le confinement, comme quoi ça a été très productif. Les 4 F, c'est la femme forte, fragile, mais pas faible. Et les 4 F m'ont beaucoup parlé parce que quand j'étais en train d'écrire le 2e workshop et que tout ça est venu court-circuiter le travail lors du confinement, je travaillais sur nos petites voix intérieures. Alors il y a le fait plaisir, il y a fait des efforts, sois parfait, mais il y a aussi le sois fort. Et le sois fort finalement est quelque chose qui me parle beaucoup parce que pendant des années j'ai été un peu une guerrière qui devait tout gérer, qui devait tout porter, et j'ai autour de moi des modèles de femmes plutôt dans le sois fort. Et pendant le confinement, en fait, le soi fort n'avait plus beaucoup de valeur. Et le fait des efforts non plus. En fait, il n'y avait plus rien. On était dans nos 4 murs et tout ça n'avait plus vraiment de valeur. Et donc, j'ai pu aller au cœur de ma fragilité pendant le confinement. Et ma fragilité, c'était de dire, ok, maintenant, quelle est cette singularité? Qu'est-ce que j'ai envie de dire et comment j'ai envie de le dire? Et si j'ose aller là, alors je n'ai plus besoin d'être forte. Je suis forte parce que je suis fragile. Et donc il y a eu toute cette réflexion qui a amené à très naturellement une petite interview de différentes femmes qui ont bien voulu jouer le jeu sur la question. Et donc pour l'instant il y a un petit documentaire qui est en train d'être monté sur cette question des femmes fortes, fragiles mais pas faibles. Alors si je vais un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est aussi de dire notre fragilité, là où on a été blessé, là où il y a un impact, est-ce que c'est pas là où on est le plus intéressant? Est-ce que c'est pas là où on est le plus sensible, donc le plus créatif, donc le plus original, donc le plus intègre, et donc c'est pas là qu'on a des choses à dire? Mais évidemment, c'est là où on a peur d'aller parce que c'est fragile, et que dans notre inconscient collectif, fragile, ça veut dire protéger, ça veut dire attention, ne pas montrer. Et donc, la question était, tiens, à qui j'ai envie de le montrer? Comment j'ai envie de le montrer? Et est-ce que je ne peux pas faire tomber un petit peu le costume parfois masculin, en fait, dans nos normes, et d'être juste une femme forte, fragile, mais pas faible. Et me reconnecter à ces questions-là, ça a été un petit travail, un gros travail, et en fait, je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant, j'ai plus besoin d'être forte. Je le suis par essence parce que j'ai accepté cette partie fragile. Et dans le kintsugi, c'est ça qu'on travaille en permanence. On peut dire que la vie d'Émilie Sommers, comme tu disais au début, il y a des liens. Oui, tout le temps.
un truc de dingue. Et je peux pas m'empêcher d'en faire. Les liens, c'est constamment. Alors parfois, c'est déroutant parce que ça prend du temps d'expliquer tout ça. Et alors pour moi, c'est évident, mais c'est vrai que prendre le temps de décortiquer et d'expliquer, les podcasts comme les tiens permettent ça. Et donc, et ça me fait du bien de pouvoir prendre le temps d'expliquer ça. Donc, merci déjà. Merci à toi. Comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens à la fois prête pour la suite et à la fois le syndrome de la cabane, c'était chouette aussi. C'est vraiment ambivalent et ça m'a appris à trouver un autre rythme et ce rythme était encore en devenir. Alors comment je me sens? Je me sens à la fois palpitante ou non, c'est pas palpitante, mais en effervescence de tout ce qui revient, de tout ce qui reprend et de tout ce qui est devant, et à la fois en méfiance en disant wow, ne va pas trop vite parce que rappelle-toi, avant le crash du confinement, la vie était dans un rythme effréné que je ne peux pas reprendre. Voilà, parce que la vie a fait que je ne peux pas le reprendre. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi, j'ai une vie de famille, je vieillis, et donc je n'ai plus la même énergie, et puis on change tout simplement. Et je pense que c'est un bien aussi de ne pas reprendre comme avant de se dire rappelons-nous, tout à fait, parce qu'on a retrouvé des choses essentielles aussi. Tout à fait. Que ce soit la famille, les amis, les petits plaisirs, dessiner ou faire quelque chose différent du travail. Tout à fait. Et il y a vraiment cette idée que pour moi, le confinement, ça a été une rupture, ça a été une fêlure, et que le processus de résilience me permet de ne plus être aujourd'hui dans le même état qu'avant. Et ça, du coup, c'est vraiment apprenant en disant « Ah bah ouais, il y a des fêlures, ouais, il y a eu des coups, mais j'ai envie de les magnifier maintenant et j'ai pas envie de m'excuser de ça. Et ce sera différent, mais ça sera encore mieux. Et c'est tant mieux. Et nous sommes beaux dans nos imperfections. Exactement. Où peut-on te retrouver? Alors, vous pouvez retrouver en tout cas ce qui est de l'ordre de la vitrine du Kintsugi sur kintsugibruxelles.be et évidemment sur Instagram où régulièrement je poste les dernières créations, les stages également. Et puis, pour tout ce qui est de l'ordre de la conférence et de l'inspiration, là, vous pouvez trouver des infos sur impactez-vous en 2heures.be. Et puis, si il y a la volonté d'être plutôt dans l'art-thérapie et de se réparer tout en étant dans l'objet du kintsugi, alors là, c'est surtout sur ose une fois avec un z.be. Et on espère te retrouver aussi dans toutes les librairies. Oui, alors ça, ce serait vraiment super, c'est que les petits livres pour le moment en prototype version 20 pages puissent se balader dans les mains de n'importe qui a envie d'un peu de légèreté, mais de fond quand même. Eh bien, merci. On terminera sur ces jolies paroles. Je te remercie, Émilie. Merci à toi. Et puis plein de belles choses. Ouais, belles étincelles à tous et à bientôt. Merci, ciao. Au revoir. Bye.